C'est le second débat de la soirée sur France 24, un débat auquel vous pouvez toujours participer via les réseaux sociaux. Le procès d'Hissène Habré se poursuit au Sénégal. Ce jeudi, ce sont les avocats de la défense commis d'office qui ont fait leur plaidoirie. L'ancien président tchadien est jugé pour crime contre l'humanité devant un tribunal spécial africain à Dakar. Le procureur a réclamé hier la détention à perpétuité. La répression sous Hissène Habré aurait fait plus de 40 000 morts. Et on apprend ce soir que le verdict sera rendu le 30 mai. On va en parler avec vous, William Bourdon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec vous. Vous revenez tout juste de Dakar. Vous êtes l'avocat des parties civiles dans ce procès d'Hissène Habré. Saïdi Kaba, bonsoir Saïdi. Journaliste, écrivain, rédacteur en chef au site Monde Afrique. Alors avant de commencer ce débat, on va tout de suite partir à Dakar où l'on trouve notre correspondante Sarah Sako. Vous suivez ce procès pour nous. Quels ont été les arguments avancés aujourd'hui par les avocats de la défense d'Hissène Habré? Écoutez, l'accusation a des témoignages solides et concordants. Eh bien, la défense parle de témoins peu crédibles qui exagèrent les faits. Sur la documentation sur lesquelles s'appuient également les parties civiles et l'accusation, eh bien, donc, pour la défense, il s'agit d'enquêtes non seulement partisanes, mais surtout peu scientifiques. Ils sont notamment revenus longuement sur le rapport de la commission d'enquête tchadienne, la première qui enquêtait sur des exactions donc sous le règne de Habré. Ils nous ont notamment donc reparler du président de cette commission qui serait selon eux anti-Habré, et puis de ce chiffre fantaisiste selon eux de 40 000 victimes, en tout cas qui ne s'appuie pas sur des méthodes scientifiques. Ils ont également dénoncé, ces avocats, les pressions internationales sur les enquêtes, pressions des ONG, Human Rights Watch, Amnesty International, qui, on le sait, se sont beaucoup investis donc dans les enquêtes pour que ce procès ait lieu. Et puis sur la responsabilité hiérarchique de Hissène Habré, donc qui avait été avancée par l'accusation. Pour les avocats commis d'office de Hissène Habré, il est tout simplement matériellement impossible que Habré ait téléguidé, commandité donc toutes ces exactions, notamment donc au cœur du système politique, de la police politique, la DDS. Pour son avocat Mounir Balal, où trouverait-il le temps matériel de ne faire que ça, je le cite, d'être en contact avec la DDS et en plus avec les théâtres d'opération. En un mot, pour sa défense, Hissène Habré est un On va arrêter. Merci beaucoup, Sarah Sako. Un pays en guerre pendant la plupart du temps, 6 ans de guerre sur 8 ans de règne, et qui a tout fait. Merci Sarah, je suis désolée, je vous interromps parce que malheureusement le son n'est pas très bon. William Bourdon, Hissène Habré, on l'a vu, muré dans son silence, avec ses lunettes sur le nez, donc on ne voit absolument pas ce que cet homme ressent, qui ne scie pas. Un tribunal qui considère comme illégitime. Est-ce que vous pensez que ce procès va tenir ses promesses pour les familles des victimes? Bon, d'abord, le procès a déjà tenu ses promesses, puisqu'il y a 15 ans, quand j'ai été de ceux qui ont lancé ces premières procédures contre un ancien chef d'État africain, personne n'aurait misé un euro, un franc CFA, sur le fait même que ce procès puisse se tenir. Donc, ça a été une espèce de quête de justice extrêmement longue. Il a fallu surmonter des tas d'obstacles, des tas de résistances. Le président Ouad n'en voulait pas. Et puis finalement, le président Macky Sall a apporté son soutien avec l'aide de l'Union africaine, de l'Union européenne. Donc c'est déjà une performance en soi que ce procès ait eu lieu. Pour les victimes, le fait que leur parole ait pu être libérée, pas forcément comme elles le voulaient, mais globalement qu'il y a eu cette prise de parole avec une intensité d'émotion incroyable, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Alors, pour répondre sur le silence d'Hissène Habré, vous savez, il y a un fil rouge qui unit la stratégie de défense de tous les grands criminels internationaux, d'ailleurs que ce soit les criminels d'argent ou les criminels de sang. Ce fil rouge, il est en forme de triptyque. Il est à la fois organisé sa victimisation et une persécution par anticipation d'un procès qui est un procès nécessairement politique et où les juges sont nécessairement en service commandé de je ne sais quelle raison d'État. C'est opposer le silence aux victimes, qui est d'ailleurs, après les humiliations et les persécutions subies, une deuxième forme de violence et de mépris. Et puis enfin, c'est faire plaider les avocats sans robe, de couloir, dans les corridors des hôtels, qui font une espèce de sous-vergesse, en essayant d'accabler les parties civiles, les victimes, les juges. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un continent qui peut être extrêmement fier de ce procès, c'est le continent africain. C'est l'Afrique tout entière, c'est le Sénégal d'avoir été capable de montrer que c'est pas l'Europe qui a le monopole de pouvoir poursuivre des grands criminels internationaux, ou que la CPI qui d'ailleurs est en Europe, mais c'est aussi les juges africains qui sont capables d'appréhender des procédures aussi complexes et aussi lourdes, et avec une grande excellence s'agissant des
du respect des principes du procès équitable. Seydi Kaba, pour nos téléspectateurs, quand même, est-ce que vous pouvez nous rappeler quand même quels sont les crimes d'Hissène Habré? Non, Habré est accusé d'avoir commis des crimes épouvantables. On parle de 40 000 morts, des gens qui ont été torturés, qui ont disparu dans les locaux de la DDS, la fameuse direction de la documentation et de la sécurité, qui était la police politique du régime, qui enlevait, torturait, tuait des gens. C'est incontestable que ce fut un régime sanguinaire, puisque Habré est resté de 82 à 90 au pouvoir. Pendant 8 années, il y a eu tous ces crimes qui ont été commis dans les circonstances qui ont été décrites par les partis civils. Il me semble sur ce plan-là qu'il n'y a il ne fait l'objet d'aucun doute que des crimes abominables de masse ont été commis pendant cette période. À mon avis, pour moi, en tout cas, le procès, le fait qu'il se tienne a une double dimension pédagogique. D'abord, comme il a été dit, c'est la preuve que des Africains peuvent juger un ancien chef d'État, ce qui est tout à fait inédit. Il a une dimension pédagogique parce qu'il va amener les dirigeants du continent à considérer que désormais, il n'y a pas d'impunité absolue. Quand on quitte le pouvoir, on doit rendre compte et peut-être que ça peut les amener à reconsidérer leur position. Toutefois, pour moi, le procès aura un goût d'inachevé. Inachevé parce que on a jugé Habré, l'homme Habré. On a manqué peut-être de juger le système Habré. Parce qu'à côté de Habré, l'homme, il y a eu des exécutants qui étaient avec lui. On pense même à l'actuel président qui était quand même le commissaire à la sécurité du parti unique à l'époque. Donc il y a ces dirigeants et vous savez que le Tchad a refusé de laisser un certain nombre de fonctionnaires aller témoigner à Dakar. Donc cette dimension me paraît absente de ce procès. Deuxième dimension, Habré a commis des crimes pendant cette période avec la complicité de l'Occident. Les gens se sont tus. Les gens savaient qu'Habré faisait ces crimes-là. Compte tenu du contexte de la guerre froide et compte tenu du fait qu'on a considéré que Habré était un rempart contre Kadhafi, on a tué un certain nombre d'exactions dont les chancelleries occidentales en N'Djamena avaient fortement connaissance. Donc cette dimension aussi, on aurait pu l'évoquer pour demander de compte. D'ailleurs, il y a eu plus grave, c'est qu'un certain nombre de fonctionnaires de la DDS étaient venus se perfectionner à la fois en France, aux États-Unis et ont été formés par la CIA. Cette dimension aussi, sans excuser la responsabilité de Habré, qui, de mon point de vue, quel que soit le quantum de la peine qu'Habré prendra, cette dimension aussi, on aurait pu l'évoquer pour situer les responsabilités. Vous êtes d'accord avec ça, William Bourdon? C'est-à-dire qu'on s'est trop focalisé peut-être sur Hissène Habré et pas suffisamment sur le système. Et Seydi le rappelait, c'est quand même le rôle de l'actuel président tchadien, Idriss Déby, qui était quand même un proche, garde rapproché quand même. Chef des armées. Habré, chef des armées quand même à l'époque. À la sécurité. Il y a deux dimensions. La première, c'est que l'idée de faire un grand procès de toute la hiérarchie, de faire une espèce de radiographie militaire et civile de tous ceux qui ont contribué à ces crimes de masse, c'était totalement irréaliste. C'est-à-dire que déjà même le fait que le procès, je le disais il y a quelques instants, d'Hissène Habré ait lieu, c'est aujourd'hui une forme de performance a posteriori compte tenu de tous les obstacles qui ont dû être franchis. Donc le principe de réalisme, c'est qu'on ne pouvait sans doute pas aller plus loin. Alors, est-ce que ça laisse impuni un certain nombre de gens? La réponse est évidemment oui. Mais ça laisse impuni comme dans tous les procès internationaux. C'est-à-dire qu'il y a des choix qui sont faits tous les jours à La Haye, quand il a fallu poursuivre un certain nombre de responsables des massacres commis à l'encontre des Bosniaques. Il y a toujours eu des voix pour s'exprimer, pour dire et pourquoi pas celui-là, et pourquoi pas tel autre qui a été épargné. L'exhaustivité n'est pas la marque de fabrique de la justice. Ça n'est pas réaliste de l'imaginer. Alors, sur la seconde réserve, il y avait une personne qui avait la possibilité de transformer ce procès en tribune politique pour dénoncer, oui, vous avez raison, les hypocrisies, les doubles langages, le soutien actif ou par omission d'un certain nombre de chancelleries, de services français, américains, qui ont permis à Hissène Habré de rester au pouvoir. Qui est cet homme? C'est Hissène Habré. Il est le seul responsable, lui seul, du fait qu'aucun débat de nature historique n'a pu avoir lieu sur le fait qu'il y ait eu un certain nombre de puissances étrangères qui, de façon tout à fait hypocrite, ont fermé les yeux, ou peut-être même parfois encouragé et ce que fait Laurent Gbagbo d'ailleurs à La Haye. Donc c'est la responsabilité d'Hissène Habré. On ne peut pas le regretter, puisqu'il appartenait à l'accusé de le faire, il ne le fait pas, eh bien il devient partenaire par son silence de son malheur, et du fait que cette dimension historique que vous appelez de vos voeux, eh bien elle a été traitée aussi dans de... Je termine. Laissez-moi terminer. William Bourdon, laissez-moi terminer. Vous n'avez pas coupé la parole. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Je vous laisse terminer. Non, s'il vous plaît, la courtoisie le commande. Et donc... soyez rassurés. Non, j'étais pas inquiet jusqu'au moment où vous êtes tu. Donc le point essentiel, c'est de dire
que dans un procès de cette nature, souvenez-vous Milosevic, deux mots, parce que j'étais au début du procès Milosevic, Jacques Vergès est dans les couloirs. Et Jacques Vergès, qui lui le fait avec un immense talent, qui était le sien, va faire le procès en illégitimité, en illégalité du tribunal, et va dénoncer toutes les hypocrisies américaines occidentales. Pourquoi pas? Simplement, Hissène Habré, en choisissant cette logique de mutisme et de se transformer en statut minéralisé, s'est interdit à lui-même de faire le débat que vous appelez de vos voeux. Non, moi je n'appelle rien de mauvais. Simplement, je constate que cette dimension a été occultée et je suis d'autant plus inquiet. Je suis d'autant plus inquiet que nous nous retrouvons aujourd'hui encore. On peut se retrouver dans la situation où, sous couvert de la lutte contre le terrorisme, on voit un certain nombre de dirigeants africains commettre les mêmes exactions et on s'était. Donc c'est la même chose qui va se reproduire. Aujourd'hui, l'Occident sait que dans certains pays africains où il y a la lutte contre le terrorisme, il se passe des exactions, de torture dans des... C'est le cas au Tchad, on peut dire. Le cas au Tchad, le cas dans les pays du Sahel. Donc cette dimension, un partenaire si on avait, très pour moi, important si on avait débattu de cette responsabilité, on aurait peut-être pu tirer les leçons et éviter que la situation d'aujourd'hui se retrouve. Parce qu'aujourd'hui encore, il y a des pays où, au nom de la lutte contre le terrorisme, l'Occident sait qu'on torture des hommes. C'est d'ailleurs plus grave parce que des forces occidentales arrêtent des personnes soupçonnées de terrorisme et les remettent aux armées, aux polices nationales, qui peuvent les torturer sans avoir la garantie qu'elles ne seront pas torturées. C'est pour cette raison que moi je pose la question. Et ça me paraît pertinent de la poser. Alors, ça, c'est un point important qui dépasse largement le procès Hissène Habré. Moi, j'ai jamais pensé, je sais pas, la naïveté, l'angélisme de dire que un procès de cette nature, si exemplaire soit-il, si légitime soit-il, viendrait effacer le légitime débat qui doit rester pérenne sur les doubles langages et les hypocrisies et le cynisme d'un certain nombre de puissances occidentales. Bien sûr que oui, ça n'efface rien. Et je ne suis pas naïf non plus sur le fait que la lutte contre le terrorisme est devenue le meilleur allié, le meilleur rempart des kleptocrates et des dictateurs et des despotes de tout poil qui instrumentalisent, avec là encore un mutisme tout à fait détestable d'un certain nombre de chancelleries occidentales, qui instrumentalisent la lutte contre le terrorisme pour criminaliser des dissidents et pour persécuter leur peuple. Oui, un des plus grands effets pervers qui est en train de s'universaliser la lutte contre le terrorisme, c'est que ça donne un prétexte, un double prétexte, un miroir inversé. Du côté de Paris et de Bruxelles, on ferme les yeux parce qu'on a besoin des informations qui sont promises en forme de chantage par les services secrets marocains ou autres. Et de l'autre côté, on se réjouit du fait que la lutte contre le terrorisme devient le prétexte, l'alpha et l'oméga d'une politique dont on souhaitait avant qu'elle soit exemplaire en termes de bonne gouvernance. Et la seule bonne gouvernance aujourd'hui qui semble être de mise en Afrique, c'est parfois, beaucoup trop, la répression contre les opposants et les dissidents. Seydi Kaba, sur les opinions publiques, le fait justement que ce procès aujourd'hui ait lieu dans un État africain, en l'occurrence au Sénégal, pas au Tchad, hein, est-ce que c'est important aujourd'hui pour les opinions publiques de voir justement d'anciens dirigeants qui ont commis des crimes et des crimes contre l'humanité, de les retrouver dans les box des accusés? C'est très suivi en Afrique, ce procès. C'est très suivi et c'est très important en termes symboliques. Parce que jusqu'ici, les dirigeants africains ont pris prétexte sur le fait que la Cour pénale internationale poursuive principalement d'anciens responsables ou des responsables africains pour tenter de se soustraire à la justice. Le fait de tenir ce procès, de créer ces chambres africaines extraordinaires, ça n'a pas été facile au sein de l'Union africaine. Il y a eu ce fut une course d'obstacles pour en arriver là. Au Sénégal, ça n'a pas été facile. Il y a eu des résistances, puisque comme vous savez, Habré a eu le temps de vivre au Sénégal longtemps et il s'est acheté une clientèle politique et sociale, y compris dans les milieux religieux qui sont intervenus régulièrement pour le protéger. Le fait que ce procès se tienne, à mon avis, est une étape importante et c'est perçu comme cela dans les opinions africaines. Désormais, les dirigeants n'ont plus aucune excuse pour se soustraire, en tout cas, de leurs responsabilités. Ils ne vont plus dire que non, la CPI, c'est la justice des Blancs, on nous prend pour nous amener là-bas, puisque, comme vous savez, d'ailleurs, les chefs d'État africains, une des choses qui les a déterminés à aller dans ce processus de chambre africaine extraordinaire, c'est aussi le risque qu'il y avait que, puisque Habré n'était pas jugé en Afrique, qu'il soit extradé vers la Belgique au nom de la compétence universelle. Donc pour eux, il fallait mieux que Habré soit jugé devant un tribunal africain par des Africains plutôt que de l'extrader. Et j'espère que cette brèche qui est ouverte va consacrer la fin de l'impunité sur le continent africain. Parce que pour moi, jusqu'ici, les dirigeants en Afrique ont exercé de pouvoir, des mandats en pensant que
ça leur assurait une sorte d'assurance vie. Jusqu'à la mort, ils ne demandera pas compte. Et il y a encore d'autres dirigeants qui ont commis des crimes. J'espère qu'ils auront à en répondre. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de cette justice, puisque vous y avez été, vous étiez à Dakar, c'est allé vite quand même, ce procès dont le verdict est attendu le 30 mai. Oui, ça, c'est quand on voit par rapport à la CPI, oui, par exemple. c'est une question très importante, parce que il y a deux grandes critiques qui sont faites à l'égard de la Cour pénale internationale. J'en ai été un des promoteurs avec d'autres, et j'en vois bien les imperfections. Première critique, c'est que les procédures sont beaucoup trop longues, donc ça perd en visibilité, ça perd en l'effet pédagogique que mon interlocuteur a peut-être fait tout à l'heure, à juste titre. Et puis, la deuxième critique qui est faite, c'est que cette Cour pénale internationale manque de crédibilité. Et pour qu'elle soit crédible, il faut qu'elle soit universelle. Et pour qu'elle soit universelle, il faut qu'elle cesse de donner l'impression de s'acharner sur les Africains. Et de nourrir un procès en illégitimité qui est fait par un certain nombre de pays africains, à juste titre, et qui est le résultat de quoi, et je vais vite, du fait qu'il n'y aura pas de justice pénale internationale digne de ce nom tant que les pays membres permanents du Conseil de sécurité pourront exercer leur veto et empêcher ce qui aurait dû s'imposer depuis 3 ans, c'est-à-dire le fait que Bachar al-Assad fasse l'objet de mandats d'arrêt internationaux et puisse renvoyer le plus vite possible dans le box de la Cour pénale internationale. Et de ce point de vue, une des vraies leçons du procès à Dakar, au-delà de sa dimension symbolique et historique, c'est que ça démontre qu'il n'y a pas de monopole pour rendre la justice au nom des victimes de crimes massifs. Il n'y a pas de monopole de la Cour pénale internationale. Et ça, c'est un message très important pour l'Afrique. C'est un message très important pour l'Afrique parce que ça veut dire que à Dakar demain, dans un autre pays, on pourra imaginer que des juges dans une juridiction ad hoc mixte pourront incarner cette justice pénale internationale, pas dans une logique de compétition, de rivalité avec la Cour pénale internationale, mais dans une logique de complémentarité et dans une logique peut-être aussi de plus grande efficacité parce que plus proche des témoins, plus proche des victimes, plus proche des preuves et plus proche du crime. Donc, on le voit, cette grande odyssée de la justice pénale mondialisée, ça ne peut pas être et ça ne doit pas être le monopole de les juges qui siègent à La Haye, ça doit être aussi l'œuvre qui s'est mise en marche de façon, j'espère, prémonitoire pendant des siècles à Dakar ces derniers mois. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce face-à-face. William Bourdon, donc je disais, le verdict c'est le 30 mai Oui. Et le procureur donc a requis une détention à perpétuité Oui. pour Hissène Habré. S'il y a détention à perpétuité, ça sera à Dakar, enfin ça sera au Sénégal. Vous pensez qu'il sera incarcéré? Ça sera pas forcément. Pas nécessairement. Non, parce sans rentrer dans le détail, il y a des différentes possibilités. Est-ce que Dakar aura envie après avoir accueilli, si je puis dire, Hissène Habré, et après avoir organisé et géré sa détention, est-ce qu'elle aura envie d'avoir cette responsabilité? C'est pas sûr. Il y a différentes options qui sont sur la table, mais je vais rajouter aussi qu'il va y avoir une autre audience après l'audience pénale, c'est l'audience civile, puisque le procureur a demandé la confiscation de tous les biens d'Hissène Habré, et qu'il faudra bien aussi trouver je ne sais quelle gorge profonde, ça doit être dans les biens qu'il a détournés au Tchad, pour indemniser les milliers et les milliers de parties civiles qui ont été présentes ou représentées lors de ce procès. Pour moi, au-delà du quantum de la peine que Habré pourrait prendre, c'est l'enjeu, c'est la valeur pédagogique et symbolique de ce procès. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci William Bourdon. Merci beaucoup Saïdi Kabia. Vous restez avec moi. On accueille Karim Yaoui, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce jeudi. On va parler de quoi? On va parler de ce remaniement en France, remaniement ministériel, le dernier sans doute du quinquennat de François Hollande. Sans doute le dernier. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de réactions, notamment autour du retour de Jean-Marc Ayrault. 4 nouveaux ministres que nous détaille ici le site de l'Express. Donc Jean-Marc Ayrault qui arrive aux affaires étrangères. On va aussi parler tout à l'heure d'Emmanuel Cos parce que son arrivée suscite énormément de réactions également sur les réseaux sociaux. Alors Jean-Marc Ayrault, voici une photo, il apparaît, c'est une photo qui est parue sur le site Slate. On voit en noir et blanc tous ceux qui ont disparu. Il reste les fidèles d'entre les fidèles, comme Stéphane Le Foll, Le Drian ou encore Michel Sapin. Et encerclé en rouge, celui qui revient et qui suscite de très nombreuses réactions ironiques, souvent sur les réseaux sociaux. Serge Faubert dit « Héros aux affaires étrangères », un signal fort pour l'opinion. Genre, tu sors par la porte, tu rentres par la fenêtre. Hashtag remaniement. Et puis ceux qui ironisent en considérant que
que Jean-Marc Ayrault y a perdu un peu de sa fierté en route pour chercher ma fierté à bord de son van. Et puis cette autre réaction, toujours sur Twitter, parce que Coty et Auriol n'étaient pas disponibles, on a fait appel à Jean-Marc Ayrault. Et du côté de la twittosphère de droite, on ironise évidemment sur le fait que Jean-Marc Ayrault s'était dit hostile à la déchéance de nationalité avant de voter cette déchéance de nationalité. En tout cas, son retour n'est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux et il a suscité pas mal de réactions. Emmanuelle Coste aussi, qui concentre de nombreuses critiques à l'ancienne secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Alors c'est vrai qu'elle suscite beaucoup de réactions. Pour Mediapart, c'est tout simplement un coup fatal porté à Europe Écologie Les Verts. Emmanuelle Coste se doutait bien qu'elle allait susciter de nombreuses réactions. Alors le site de Mediapart a choisi un titre révélateur et symbolique de l'activisme d'Act Up au gouvernement de Manuel Valls, qui traduit bien le grand écart. Alors elle a publié un texte pour tenter, non pas de s'expliquer, parce qu'elle ne s'explique pas vraiment dans cette petite lettre adressée aux militants. Elle pédale même un petit peu dans la semoule. Elle explique qu'elle abandonne son mandat de secrétaire national, qu'elle a pris cette décision en conscience, dans la continuité de mon engagement pour l'écologie. Et justement, un certain nombre d'écologistes trouveront sans doute qu'il n'y a pas de continuité par rapport à ses engagements précédents. Et sur les réseaux sociaux, certains soulignent qu'elle aurait mieux fait d'enfiler la doudoune parce qu'elle s'est pris une sacrée soufflante. Christian Delporte écrit sur son compte Twitter: il faut conseiller d'urgence à Emmanuelle Coste d'éviter d'ouvrir Twitter. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de réactions qui la renvoient à ces paradoxes et à ces contradictions. Évidemment, des réactions qui viennent de la droite. Si je réussis à vous la montrer, Valérie Boyer qui écrit « Europe Écologie Les Verts revient finalement dans le gouvernement, les convictions ont disparu au profit des intérêts personnels ». Et de l'autre côté de l'échiquier politique, on est tout aussi critique, Clémentine Autain. Comment peut-on diriger un parti et mépriser le choix des militants pour un fauteuil ministériel? Alors elle ne le dirige plus maintenant, ce parti. Nathalie Kosciusko-Morizet qui souligne aussi ces paradoxes. Les nouveaux ministres écologistes iront-ils poser la première pierre de Notre-Dame-des-Landes, un sujet cher à Jean-Marc Ayrault, le nouveau ministre des Affaires étrangères. Alors, ce ne sera pas un dossier qu'il va traiter, mais en tout cas... Emmanuelle Coste qui aurait reçu donc des assurances de François Hollande, justement, et on apprend ce soir de sources concordantes que François Hollande va annoncer justement un référendum local sur Notre-Dame-des-Landes. On parle un petit peu de Jean-Vincent Placé. Allez. Lui, il fait partie des écologistes en rupture. Alors, il fait partie des écologistes en rupture. Il fait partie aussi de ceux qui voulaient un poste depuis très longtemps. D'ailleurs, Le Monde titre ainsi « Jean-Vincent Placé, enfin ministre ». Il devient secrétaire d'État auprès du ministre chargé de la réforme de l'État et de la simplification. Du côté de Marianne, on choisit un peu un titre dans la même veine, mais un peu plus ironique, avec une blague facile. Jean-Vincent s'est enfin placé. Et évidemment, c'est aussi la teneur des réactions sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a même un article qui lui était consacré. Ça sent le remaniement. Jean-Vincent Placé pendu au téléphone. Monsieur Placé, vous devriez rentrer chez vous. Le président dort. Il est avec dans un sac de couchage aux abords de l'Élysée. C'est une image qui circulait sur les réseaux sociaux depuis quelques jours déjà. Ou encore cette autre image, Jean-Vincent Placé face à son téléphone. Ça suscite aussi cet autre tweet de Jean Moundir. C'est le bonjour pour appeler Jean-Vincent Placé en appel masqué tous les quarts d'heure et raccroché dès qu'il répond, parce qu'évidemment, il est pendu à son téléphone. En tout cas, ça a bien fait rire les internautes. C'était un des sujets les plus partagés. En tout cas, il y a aussi cette petite réaction de Mathieu Délinger qui explique qu'il n'y a pas si longtemps, Jean-Vincent Placé ne voulait pas d'un poste de simple secrétaire d'État, parce que dans sa famille, on aurait pensé qu'il trie le courrier. C'est ce qu'il avait expliqué à l'époque. Un mot quand même sur certains postes qui suscitent parfois de l'ironie, notamment dans leur appellation. J'imagine que vous allez nous parler. Alors, Erika Barrett, l'égalité réelle. Qui arrive à l'égalité réelle. Et c'est vrai que ça laisse dubitatif, comme nous explique n'importe quoi avec ce visuel. Quand tu essaies de comprendre ce que c'est qu'un secrétariat d'État chargé de l'égalité réelle, ça nous permet en tout cas d'apprendre qu'il y a aussi des égalités irréelles, ironise Madeleine de Je sais, ou encore cet autre tweeto qui explique un secrétaire d'État chargé de l'égalité réelle, mais qui se charge de l'égalité bidon. Et puis ça inquiète ce tweeto qui nous dit cette égalité réelle m'angoisse un peu parce que quid des autres portefeuilles non réels? Tenez, ministre de la Culture, soit, mais de la culture véritable, point d'interrogation. Et puis il y a même un autre secrétariat d'État qui a suscité
un peu d'ironie, c'est ce poste de secrétaire d'État chargé de l'aide aux victimes. Ce tweeto demande si elle va gérer l'aile gauche du PS ou bien. Alors évidemment, c'est tout de même une annonce importante, saluée par les associations. On en parle notamment sur le site de 20 minutes. Voilà, un poste qui revient à